suite, le JT. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette tranche d'informations. Actualité oblige, ça y est, c'est fait et c'est connu. Le conclave a tranché. Robert Francis Prévost, âgé de 69 ans, est désormais le nouveau pape de nationalité américaine. Il succède ainsi au pape François et s'inscrit dans la continuité des réformes engagées par son prédécesseur, défenseur d'une église plus ouverte et inclusive. Il a un parcours engagé dans un rapprochement entre l'institution et ses fidèles. Son élection marque ainsi une nouvelle étape dans l'histoire du Vatican. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre le Tchad et les États-Unis, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de corps d'armée Ali Ahmad Akhabash, a accordé une audience au service de sécurité diplomatique de l'ambassade des États-Unis au Tchad, une rencontre qui est axée sur l'échange d'expériences en matière de sécurité. Fulbert Oumana pour le reportage. C'est dans une ambiance empreinte de cordialité que le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration a reçu en entrevue la délégation américaine chargée de la sécurité diplomatique. Cette rencontre a permis de revisiter les axes de coopération en cours et d'explorer de nouvelles pistes de coopération dans le domaine sécuritaire. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général du corps d'armée Ali Ahmad Akhabash, entouré de ses plus proches collaborateurs, s'est félicité du partenariat solide entre N'Djamena et Washington en matière de sécurité. Cette coopération n'est pas seulement stratégique, elle est vitale. De son côté, l'attaché de sécurité de l'ambassade des États-Unis, Michael Jones, visiblement satisfait, a salué l'accueil chaleureux et la qualité d'échange. Pour l'attaché de sécurité principal, cette collaboration est fondée sur la confiance mutuelle et vise des solutions communes entre les deux États. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Tchad et les États-Unis, nous avons déjà entrepris des démarches qui sont d'ordre sécuritaire, gagnant-gagnant. Les États-Unis en possèdent l'expérience et la technologie nécessaires pour nous aider quand même à fortifier et à relever les défis sécuritaires qui existent déjà ici. Et cette visite vient à point nommé. C'était à travers des échanges et des correspondances et des réunions au niveau technique qui se sont levés à un niveau supérieur maintenant. Et nous pensons que les États-Unis est un partenaire de longue date avec le Tchad. Et nous continuons toujours à coopérer avec les États-Unis, vu que les États-Unis en ont besoin de notre expérience aussi sur le terrain et on a besoin de leur expérience technologique et aussi dans le cadre international. The partnership that we have with the Ministry of Security, we're able to continue to make Chad and Africa a safer place. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction totale avec une volonté affichée de part et d'autre de renforcer davantage cette coopération gagnant-gagnant en réaffirmant son engagement à œuvrer aux côtés des autorités tchadiennes pour la stabilité et la sécurité partagée. Le criminologue et ancien officier de force de sécurité actuel délégué général du gouvernement auprès de la province du Maïkébi-Ouest a présenté à la presse locale 3 armes de marque AKM, 232 munitions et 12 chargeurs abandonnés par les malfaiteurs à la suite d'une patrouille mixte. Cette saisie significative est le résultat de l'opération Zéro otage, zéro malfaiteur, une initiative conjointe menée avec détermination par les forces de sécurité de la dite province. Suivez le reportage de nos confrères de la télé Tchad. Un véritable arsenal de guerre, comprenant 3 fusils d'assaut AKM, 12 chargeurs, 232 munitions, a été récupéré des mains des malfaiteurs en fuite dans la zone de Bara, ont annoncé les autorités ce mercredi 7 mai 2025 lors d'une présentation à la presse.
Cette saisie significative est le résultat direct de l'opération Zéro otage, zéro malfaiteur, une initiative conjointe menée avec détermination par les forces de sécurité sous l'impulsion d'Abdelmanan Khattab, criminologue et ancien officier des forces de sécurité, aujourd'hui délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kibi-Ouest. Selon les déclarations du colonel Kalimi Ousmane Bedala, commandant de la légion numéro 17 de la gendarmerie nationale, cet impressionnant lot d'armement a été découvert dans les cachettes utilisées par les criminels après leur déroute. Le délégué général du gouvernement a vivement salué l'engagement sans faille des forces de sécurité impliquées dans cette opération, réaffirmant sa détermination inébranlable à éradiquer la criminalité qui mine la région. Nous avons l'obligation de ne pas baisser la garde. Nous allons faire tout pour que ces phénomènes des enlèvements contre rançon soient éradiqués de la province du Mayo-Kibi Ouest. Je salue encore une fois de plus les collaborateurs qui sont ici. Alors qu'il célèbre ses 100 premiers jours à la tête de la province du Mayo-Kibi-Ouest, Abdelmanan Khattab voit ces stratégies qu'il a mises en œuvre porter leurs fruits. La population, longtemps éprouvée par l'insécurité, retrouve progressivement l'espoir d'une quiétude essentielle à son développement. À Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, le général Dadi Toké, a présidé une cérémonie de remise officielle de 14 forages à motricité humaine à Bessama, village situé à 4 km de la dite ville, et c'est en présence des partenaires de la dite fondation. Fierté Ouattara se trouve sur place à Doba. Présent à cette cérémonie de réception du don de 14 forages d'eau à motricité humaine, la population enthousiasmée par cet ouvrage, l'équipe de l'entreprise Les Boissons Rafraîchissantes du Tchad, le chef de canton de Doba rural et le délégué du gouvernement auprès de la province du Logone oriental. Ce don, destiné à la population vulnérable, vise à alléger la peine des femmes à la recherche d'eau ainsi qu'aux rizicultrices et riziculteurs dans leurs travaux agricoles. Joël Galato, directeur général des brasseries du Tchad, situe l'objectif de ce projet qui, selon lui, est une réponse concrète, solidaire et durable aux défis liés à l'eau potable. C'est avec une grande joie et un profond sentiment de gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer officiellement ces 14 forages destinés à améliorer l'accès à l'eau potable dans votre région. Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre politique de responsabilité sociétale d'entreprise. Une politique qui dépasse les simples obligations commerciales pour intégrer un véritable engagement envers les communautés et l'environnement dans lequel nous vivons. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, le général Toké Dadi, indique que l'entreprise des boissons rafraîchissantes du Tchad est dans son rôle social et l'encourage à ne pas s'arrêter à ce geste. La BDT est dans son rôle d'entreprise citoyenne à confirmer le concept responsabilité sociétale d'entreprise. Ce rôle qui est dédié à toute entreprise qui engrange des bénéfices doit avoir l'idée non seulement de travailler sur le plan économique, mais aussi d'avoir un regard sur le côté social des populations qui ne sont que les premiers partenaires de cette même société. Donc, j'en appelle à la conscience de tout un chacun, de toute une chacune, surtout les femmes. Prenez votre responsabilité parce que les hommes sont paresseux. Ils veulent la facilité. L'eau, c'est pour vous. Les premiers à souffrir, c'est vous. Donc, engagez-vous pour l'entretien, pour la pérennité, pour l'appropriation de ce projet que la BDT vous a.
Pour que ce don puisse servir à long terme, le délégué du gouvernement auprès de la province invite la population de cette circonscription en général et les femmes de manière particulière à en prendre soin. Chaque année, l'ONU met jour de mémoire et de victoire, marque aussi la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C'est à cette date d'anniversaire de la naissance du fondateur de ce mouvement que l'on célèbre les principes humanitaires qui, depuis plus de 160 ans, inspirent l'engagement de millions de volontaires et de travailleurs humanitaires à travers le monde. À Nathalie Krimba. Cette journée, c'est pour rendre hommage à ce qui est devenu le plus grand mouvement humanitaire au monde. Fort de 80 millions des membres volontaires, tous unis autour d'une mission commune, prévenir et soulager les souffrances humaines partout, en tout temps. Pour cette année, le thème choisi par le mouvement international du côté de l'humanité place un accent particulier sur ce principe fondateur qui rend tous les autres possibles. L'humanité n'est pas seulement le premier des 7 principes fondamentaux, elle en est le socle. C'est elle qui inspire l'impartialité, justifie la neutralité, exige l'indépendance. Dans un monde traversé par les conflits, les catastrophes et les crises, choisir l'humanité, c'est rappeler que chaque vie compte. Les principes humanitaires ne sont pas des simples slogans, ils sont des repères concrets dans l'urgence, des outils de dialogue dans les contextes les plus complexes. Face à la souffrance, au doute ou à la défiance, il faut savoir expliquer, incarner, justifier ces principes et surtout les faire vivre. Cette proximité avec la douleur de l'autre, c'est cette capacité à transformer une épreuve personnelle en engagement humanitaire résume à elle seule la force du principe d'humanité. Soulager, non pas par devoir, mais par résonance, parce que l'on comprend ce que signifie perdre, fuir, espérer. Cette année, la journée mondiale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge arrive à un moment où le paysage humanitaire connaît des profonds changements et une complexité croissante. Partout dans le monde, les équipes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge travaillent dans des environnements où l'accès est restreint, où les besoins augmentent et les règles destinées à protéger les civils et les passants dans les crises sanitaires. Les défis sont immenses. La polarisation et la méfiance s'aggravent dans de nombreux endroits, rendant plus important que jamais l'action humanitaire fondée sur des principes. Partout dans le monde, face aux conflits, aux catastrophes et aux crises, le mouvement est en mesure d'atteindre les personnes touchées en raison de ce qu'il est. Le plus vaste réseau humanitaire au monde, ancré dans l'action locale. En Centrafrique, et là, nous sommes juste à côté, c'est la célébration de 20 ans de l'école de louanges et de musique du 5 au 11 mai. Plusieurs activités sont au programme, suivant le reportage de l'équipe d'ITV sur place dans la capitale centrafricaine, avec le récit de Joséphine Koulibaly. Les Chantres Unis de la Centrafrique célèbrent depuis ce 5 mai les 20 ans de l'école de louanges et de musique. C'est donc en présence du président international des Chantres Unis, Jean Yaoukan, du secrétaire général des Chantres Unis, Armand Djegoltar, et de la cofondatrice de cette école, Fabienne Pont, venue de France. Toute une semaine de séminaires, de louanges et d'adoration, ainsi que de témoignages. Nous bénissons le Seigneur pour les 20 ans de l'école de louanges. Dieu a inspiré cette vision il y a effectivement 20 ans. C'était une vision qui était toute petite, mais nous avons vu que le Seigneur, puisque c'était vraiment dans le plan de Dieu, qu'une structure puisse naître dans notre pays afin de former les chantres, Dieu a élargi vraiment cette vision et aujourd'hui totalisant 20 ans. 20 ans, ce n'est pas 20 jours, ni 20 mois, ni 20 semaines. C'est 20 ans vraiment pendant lesquels Dieu nous a aidés, Dieu nous a accompagnés et Dieu nous a permis aussi de semer beaucoup de choses dans la nation au travers de la louange et de l'adoration. La matinée du 8 mai a été marquée par 2 enseignements.
Celui donné par le président Yaoukan a porté sur le texte de l'évangile de Luc au chapitre 2, versets 40 à 41. Perdre de vue Jésus sans s'en apercevoir. Pasteur Fabien Pont de France, dans le texte de Jean au chapitre 14, a martelé sur l'importance de la conscience de l'expérience de la gloire, du bienfait de la présence de Dieu et cette assurance que nous sommes adorateurs et dépositaires de la nature de Dieu. C'est une grâce immense de voir l'œuvre que le Seigneur est en train de faire dans nos pays africains, à travers la louange de la nation. C'est le début de grandes choses. Ma prière est que cela contamine toutes les autres nations. Ce qui m'intéresse, c'est notre vie en tant qu'adorateur avant notre adoration. Je crois que ce sont les choses qui sont en train d'être enseignées ici. Et nous rendons la gloire au Seigneur pour cette armée d'adorateurs. Ce sont des moments riches et intenses que passent les participants à cette célébration. Comme tous les jeudis sur Electron, voici à présent le portrait de la semaine qui porte aujourd'hui sur le sultan Mahamad Moussa Bizou, héritier d'une longue lignée de leaders traditionnels et qui porte avec humilité et fermeté les espoirs de toute une communauté. À 52 ans, cet homme au parcours atypique nourri à la fois de traditions sécuritaires et d'expériences administratives internationales dirige avec discernement le sultanat de la ville de Sarr dans un contexte de mutation sociale et de quête d'équilibre communautaire. C'est un reportage signé Irène Pamassi. Né en 1973 dans cette même ville de Sarr, Mahamad Moussa Bizou grandit dans une famille noble, bercée par les valeurs du service et du respect de l'autorité coutumière. Après un cursus scolaire mené avec rigueur dans sa ville natale, puis à N'Djamena, il obtient en 1997 un baccalauréat littéraire série A4. Son appétence pour les sciences de gestion le conduit en Tunisie où il décroche un diplôme de technicien supérieur en gestion informatique. Son retour au pays en 2001 marque le début d'un engagement professionnel exemplaire au sein du Programme alimentaire mondial. Pendant 17 années, il gravit les échelons de la logistique humanitaire, assumant successivement les fonctions de chef de service puis d'administrateur logistique. Un parcours rigoureux forgé dans les exigences de la coopération internationale qui façonnera sa méthode et son sens de la gestion humaine. Mais le destin a parfois ses rappels impérieux. En 2016, à la suite du décès de son frère aîné, feu le sultan Ali Moussa Bizou, la voix des anciens s'élève. Mahamad est appelé à reprendre le flambeau de la chefferie traditionnelle. Ce retour aux sources bien que naturelles ne s'impose pas sans épreuve. Il lui faut apprivoiser un rôle exigeant, fait des médiations, d'écoute et d'ancrage culturel. C'était d'abord difficile pour moi de manager entre les deux, le modernisme et la tradition. Si bien que j'ai grandi vraiment dans la cour auprès de mon père, voyez, après presque 20 ans d'absence, et revenir assurer encore vraiment cette lourde tâche, au début c'était très difficile pour moi. Mais avec le conseil des uns et des autres, les notables et les sages de la cour qui sont là, j'ai pu m'en sortir. Aujourd'hui, le sultan Mahamad Moussa Bizou s'illustre comme un artisan de paix. Il conjugue les exigences de l'autorité coutumière avec une vision résolument moderne de la gouvernance locale. Pour lui, le sultan n'est pas seulement un gardien de la tradition, mais aussi un acteur central de la cohésion sociale. Notre rôle premier, c'est d'abord assurer cette entente-là, l'harmonie. Après cela, on doit parler aussi de développement. Puisque s'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas d'harmonie, on ne peut pas quand même parler de développement d'une localité.
Son engagement en faveur du dialogue, de la cohabitation pacifique et du développement social fait de lui un pilier de stabilité dans une région en quête de repères. À l'image de Sarr, ville carrefour et cœur battant du Moyen Chari, le sultan Mohamed Moussa Bezo est un pont entre les âges, enraciné dans les valeurs ancestrales mais résolument tourné vers l'avenir. Alors, hors de nos frontières, avant de nous séparer aujourd'hui, l'Europe commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale de 1945. Nommée la Journée mondiale de souvenirs et de la Seconde Guerre mondiale, elle est observée par les Nations Unies les 8 et 9 mai de chaque année. Cette journée marque également le début d'un chemin vers la réconciliation et la construction européenne. Diana Nepitimbai était aussi. Cette journée du souvenir rappelle les milliers de vies brisées, jeunes, adultes, âgés, hommes, femmes, enfants, français, marocains, tunisiens, algériens, sénégalais, tchadiens, emportés par l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Ces jours rappellent que la mémoire ne se limite pas à 1, 2 ou 3 cérémonies annuelles, surtout quand ceux qui devraient l'entretenir semblent l'avoir rangé au second plan. Le 8 mai commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Dans les faits, la capitulation eut lieu en 2 temps et fut immédiatement fêtée dans de nombreux pays du monde alors même qu'elle n'était pas encore effective. En 2025, cette date revêt une importance particulière car elle marque le 80e anniversaire de la victoire de 1945. Une journée pour rendre hommage aux combattants et aux populations civiles touchées par les conflits mondiaux. Ce jour est désigné comme le temps du souvenir et de la réconciliation pour ceux qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est important de noter que différents pays peuvent avoir leurs propres jours de commémoration liés à la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, le Royaume-Uni observe le Remembrance Day le dernier dimanche de novembre pour commémorer tous les membres des forces armées britanniques et du Commonwealth décédés dans les conflits depuis la Première Guerre mondiale. Avec le 8 mai 1945, le monde se trouve immédiatement confronté à de nouveaux enjeux, ceux de ce qu'on appelle la guerre froide et ceux de la décolonisation. Quant à la guerre, elle ne s'achèvera réellement que le 2 septembre avec la capitulation du Japon. Diana, Moscou accueille cette semaine une forte délégation étrangère venue pour assister aux cérémonies du 9, date commémorative majeure dans le calendrier politique russe à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Le Kremlin a convoqué plusieurs chefs d'État alliés qui ont répondu effectivement présents malgré un contexte international particulièrement tendu. Haïki et Lydia étaient aussi. Parmi les dirigeants déjà arrivés dans la capitale figurent le président chinois Xi Jinping, le président vénézuélien Nicolás Maduro, le président cubain Miguel Díaz-Canel et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Les premiers ministres ou chefs d'État de Serbie, de Slovaquie et de Mongolie sont également attendus. Du côté de l'Afrique, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est déjà sur place en Russie. Cette liste reflète un axe diplomatique resserré autour des partenaires non occidentaux de la Russie, à l'heure où celle-ci poursuit son isolement relatif vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis. Le point culminant des célébrations se déroulera, comme chaque année, sur la place Rouge, où un défilé militaire d'ampleur est prévu. Il mettra en scène l'armée russe, ses unités d'élite, ses blindés, ses missiles et ses avions dans un rituel à haute valeur symbolique pour le pouvoir. Le président Vladimir Poutine doit y prononcer un discours attendu, centré sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, tout en évoquant les enjeux contemporains de sécurité et de souveraineté nationale. La sécurité a été considérablement renforcée à Moscou. Ces dernières semaines, la capitale a été la cible de plusieurs attaques de drones contribuées à l'Ukraine, forçant les autorités à durcir les protocoles autour des sites sensibles, à limiter l'accès à certaines zones et à suspendre temporairement certaines activités aériennes.
syrienne. Le 6 mai, longtemps considéré comme un rendez-vous de consensus historique entre la Russie et l'Occident, prend désormais une dimension nettement géopolitique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou a multiplié ses initiatives visant à approfondir ses partenaires avec les puissances émergentes et à se positionner comme un pôle alternatif aux institutions dominées par l'Ouest. Et c'est tout pour cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous demain, 19h30. Plaisir à Dieu. Bonsoir.